texte de Boccace est très intéressant parce qu'il présente deux problématiques que l'on retrouve de nos jours. Euh, en effet, nous sommes dans une époque où cohabitent d'un côté un mouvement qui renvoie à ce qu'on appelle la frugalité heureuse, l'austérité volontaire, et qui prône la limitation des besoins, la santé par une consommation beaucoup plus limitée, bref, une certaine sagesse consistant à déconsommer euh, et à refuser les excès de la consommation qui nous précipite dans une existence addictive. Et d'un autre côté, toute la société dans laquelle nous sommes nous invite à jouir en permanence des choses, des produits, des vacances, des divertissements, des sorties. Et d'ailleurs, nous avons vu euh, à l'occasion de cette crise que dès que les mesures de confinement ont été relevées, les passions de, de sortir, d'aller au restaurant, dans les bars, voire dans les nightclubs, les fêtes sont reparties. Alors, la question qui est soulevée à partir de là, c'est est-ce que la crise du Covid, elle va donner la priorité à l'une de ces tendances? Est-ce que la crise du Covid va provoquer une sorte de prise de conscience des gens pour un mode de vie plus sage, plus modéré? Ou bien la crise ne modifiera pas en substance cette disposition. J'ai lu un certain nombre de textes qui me paraissent d'un idéalisme et d'un utopisme complet. Je suis convaincu que c'est la seconde tendance qui va l'emporter. Demain ne sera pas différent en ce qui concerne les aspirations. La réalité, oui, la réalité du monde, le chômage, etc. Mais les demandes, les aspirations, les désirs aux, aux jouissances ne, ne va pas reculer. Pourquoi? Parce que les passions du bien-être matériel, du divertissement, des loisirs, du tourisme, ce n'est pas simplement un effet de marketing. Ce n'est pas simplement, comme le disait l'école de Francfort ou Marcuse ou les situationnistes, un effet de matraquage par une offre capitaliste effrénée. Ça renvoie à quelque chose de plus fondamental, de plus constitutif de l'homme des sociétés modernes. Ce qu'avaient déjà parfaitement vu des gens comme des auteurs aussi importants que Tocqueville ou Durkheim. Et autrement dit, la passion du bien-être, qui aujourd'hui se traduit par le consumérisme, euh, et se rattache à la société moderne, la société de l'égalité et à la sécularisation de la culture. Lorsque le but de la vie n'est plus de se préparer à l'autre vie, au paradis dans le monde chrétien par exemple, et que l'idéal de sacrifice n'a plus du tout de légitimité. Les gens veulent jouir. Ils veulent jouir de la vie au présent.
Et on voit là aujourd'hui dans la crise, c'est devenu insupportable de rester chez soi, enfermé, de ne pas avoir du monde. C'est vécu comme quelque chose de mortel. Et on l'a vu d'ailleurs, dès qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, dès que les mesures cet été de confinement ont été arrêtées, les gens se sont précipités dans les bars, les restaurants, les plages, exactement comme avant. Pour l'instant, les aéroports sont vides, mais je suis convaincu que dès que la crise, l'épidémie sera derrière nous, ou qu'il y aura des vaccins, je pense que la passion touristique va reprendre. Encore une fois, parce que ce n'est pas simplement quelque chose qui est une manipulation marchande. Il y a ces opérations de marketing, mais elles ne marchent que parce que c'est en écho avec les aspirations profondes de l'homme sécularisé, de l'homme individualiste, et recherchant le bien-être par les facilités du marché. On peut trouver que ce n'est pas bien, ça c'est une autre affaire, on peut avoir une vision morale là-dessus. Ce n'est pas ma position, je ne fais qu'analyser et je suis convaincu que euh, la, c'est la deuxième tendance dont parle Boccace qui va se perpétuer. Oui, mais il y a aussi un autre aspect dont je n'ai pas parlé, mais qui est capital, c'est que d'un côté, nos sociétés voient s'amplifier la passion du bien-être individuel, du mieux vivre, qui se traduit par des comportements de type hédonistique. Mais en même temps, monte, alors ce que Nietzsche lui aussi avait parfaitement vu, c'est l'obsession de la sécurité, donc la peur. On est dans un temps de peur. Et les peurs, elles, aujourd'hui, elles sont diffusées par les médias, par le Covid évidemment, mais relayées par les médias et par l'obsession de la santé. La santé est devenue primordiale et je pense plus importante que le plaisir. La génération dans laquelle j'appartiens, la génération des 60s, de mai 68, c'était celle du jouissons sans entrave. Aujourd'hui, c'est plus l'air du temps. La peur est plus importante que l'appel au plaisir. Et c'est la raison pour laquelle les mesures prises par les gouvernements en Europe sont contestées par un certain nombre de personnes, mais majoritairement, la population est d'accord. La population est d'accord avec les mesures de restriction, de contrôle, de confinement. C'est vécu mal parce que bon, il y a le besoin de plaisir, mais c'est accepté parce que il y a l'obsession de la sécurité, de la santé. La santé est devenue une valeur absolument primordiale qui l'emporte sur toutes les autres. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle dans nos sociétés, les gouvernements en Europe, en tout cas, ont privilégié la santé à l'économie. C'est un phénomène tout à fait nouveau. On a arrêté l'économie au nom de la protection de la santé de la population. Alors, voilà, je crois qu'on est dans une époque où il y a une contradiction entre la passion de la santé et la passion des plaisirs. Et c'est la raison pour laquelle on vit très mal
ce qui se passe. Parce que on veut la santé, mais en même temps, on veut aussi les jouissances. Mais là, c'est devenu contradictoire. Les gens sont prêts à renoncer à cette liberté fondamentale qui est d'aller et venir, de sortir, pour protéger la santé, la leur et la santé publique. Euh, la Boétie aurait parlé de servitude volontaire parce que on est prêt à renoncer aux libertés fondamentales d'aller au restaurant, dans les bars, aller danser, aller sur les plages, voyager en Indonésie, parce que c'est dangereux. Je pense que ce sont surtout les élites qui protestent contre des mesures liberticides. Et on a des philosophes, je pense à Giorgio Agamben, par exemple, qui lui est parti dans des considérations que je considère comme complètement fausses, mais bon, il pense que c'est un état d'exception qui est devenu la règle dans les sociétés démocratiques, donc un état liberticide, quasiment un état totalitaire en permanence. Mais cette vision, elle est complètement fausse, parce que dans un état totalitaire, fait taire les opinions. Nous renonçons à certaines libertés pour la sécurité, pour la santé. On renonce à sortir. On renonce au bar, au restaurant, à sortir maintenant en France. Je pense en Espagne, c'est peut-être pareil. Après 9 heures, maintenant, il y a un couvre-feu. On ne peut plus sortir après 21 heures. Bien. Il y a d'autres pays qui ont fait la même chose. Hein. Bon. Alors, c'est une liberté majeure, la liberté de sortir, d'aller et venir. Cette liberté, elle est maintenant elle est interdite pendant au moins 4 semaines, peut-être plus. Donc, c'est en effet une contrainte, mais toutes les libertés ne sont pas éliminées, ne serait-ce que la liberté de critiquer, ce qui n'existe pas en Chine, en revanche. Donc, il faut garder raison et ne pas identifier ces mesures rigides, en effet, avec, comme étant synonyme d'un État totalitaire. Un État totalitaire s'attache d'abord à museler les libres opinions, à empêcher l'expression des critiques envers les mesures prises par l'État. Ce n'est pas ce qu'il y a en Occident. Dans l'Occident démocratique, nous avons les mesures de confinement, mais qui s'accompagnent de très vives critiques d'un certain nombre d'intellectuels, notamment. C'est déjà une première chose. Deuxième chose, ces mesures de restriction de la liberté sont limitées dans le temps que la crise, bon, etc., etc. Et puis, troisièmement, je pense que réduire un certain nombre de libertés n'est pas liberticide. Être libre dans une démocratie, c'est pas faire tout ce qu'on veut. La liberté, elle a forcément des limites. Forcément. On n'a pas le droit de tout faire. Et conserver sa santé, préserver la santé, c'est aussi une forme de liberté. Donc, si tu veux, je pense que renoncer à un certain nombre de libertés
ce n'est pas nécessairement liberticide. Par exemple, lorsque dans un aéroport, avant de prendre l'avion, on nous passe au scanner, on nous fouille, on regarde nos vêtements, on nous fait ouvrir la valise, on fouille dans nos affaires, est-ce que c'est liberticide? Moi, je ne le pense pas, parce que je mets la liberté ailleurs. C'est, je dirais, comme Descartes parlait du plus bas degré de la liberté. On touche à certaines libertés. Mais je pense que ce n'est pas les libertés fondamentales. On regarde dans mon sac, on me passe au scanner lorsque je vais prendre l'avion. Bon, c'est une limite, elle ne touche pas à l'essentiel, à conduire ma vie comme je l'entends, euh, à me diriger dans l'existence selon mes opinions. Voilà les domaines supérieurs de la liberté. C'est ennuyeux, c'est embêtant, c'est pas agréable, mais bon, quand on me fait une piqûre, ce n'est pas agréable. Est-ce que c'est attentatoire à la liberté? Non. La liberté, c'est pas l'anarchie. Et donc, il faut accepter un certain nombre de restrictions à condition qu'elles soient limitées et légitimes. Alors, on peut discuter après. Il y a telle mesure qu'on peut condamner parce que, pour une N ou N raison, il ne s'agit pas de dire que toutes les mesures sont fondées. On peut les critiquer pour de diverses raisons. Mais euh, qu'il y ait des mesures pour l'instant de confinement, de restriction, ne me paraît pas liberticide, ne me paraît pas la marque d'un État totalitaire ou en voie de totalitarisme. Je pense que ça, c'est un délire intellectuel et qu'il faut réagir contre ce genre de propos. Indéniablement, il y a aujourd'hui de nouvelles formes de pouvoir. Pour reprendre le terme de Foucault, un panoptique, dans lequel le pouvoir se fait invisible, un pouvoir doux, tutélaire aussi, disait Tocqueville, et qui indéniablement ne cesse de croître. Quand on voit par exemple aujourd'hui les technologies du big data, avec l'intelligence artificielle, et qui fait que, par exemple, tout ce que nous faisons sur Internet, aujourd'hui, peut être exploité par les marques. Parce qu'on sait exactement ce que Sira Benosa fait, parce qu'elle a posté des choses sur Facebook, sur Deezer, sur YouTube, et les achats que tu as faits sur Amazon ou sur... Et donc, finalement, le robot intelligent, sans que tu le vois, lui te voit et te connaît à la limite bientôt mieux que toi-même. Et les robots ne se trompent pas beaucoup. Quand on reçoit des recommandations, par exemple, sur les sites, c'est en effet, par exemple, on vous recommande, voilà, vous devriez regarder tel ou tel livre ou telle série sur Netflix. Bon, ils ne se trompent pas énormément parce que c'est des logiques statistiques. Il y a le, des algorithmes, comme on dit maintenant, sont devenus
est capable de capter ce que nos aspirations, nos tendances. Alors, là aussi, on peut évidemment, il y a beaucoup de critiques qui sont faites sur ces algorithmes qui sont présentés comme un néo-totalitarisme parce que on s'insinue jusque dans tes désirs. On va te dire bientôt où tu dois aller en vacances parce qu'on a vu que tu aimais bien les plages dans le sud, et que bon voilà, on va te recommander tel hôtel, telle destination, etc. Oui, j'entends, mais je redis ce que je disais tout à l'heure. Ça, si on pose la consommation comme l'épicentre de la vie, alors le big data, c'est quelque chose d'épouvantable. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que nos choix d'hôtels, de vacances, de livres, d'ordinateurs, est-ce que c'est le centre de la vie? Est-ce que c'est ça qui compte dans la vie? Ou bien, encore une fois, selon la merveilleuse expression de Descartes, est-ce que c'est le plus bas degré de la liberté? C'est ce que je pense. On se... Peut-être qu'on donne trop d'importance à cette question du choix des consommateurs aujourd'hui, euh, parce qu'il y a d'autres dimensions de liberté que celle de choisir des marques. Et si la liberté, c'est de choisir des marques, bon, c'en est une, c'en est une. Mais franchement, c'est un peu triste. Et je préfère imaginer, penser la liberté dans d'autres domaines. La liberté de créer, d'inventer, de chercher la vérité, de vivre en fonction de mes convictions. C'est là où se trouve la vraie liberté et pas dans la consommation. Est-ce que l'indépendance, c'est la vertu suprême? euh, Pas, est-ce que c'est ça qu'il faut honorer par-dessus tout? Ou comme on le dit en langage, dans un autre langage, est-ce que c'est l'authenticité individuelle qui est la vertu des vertus, qu'il faudrait cultiver même dans un désert, tout seul? J'en suis pas absolument convaincu. Je n'arrive pas à poser l'authenticité, l'indépendance absolue du soi comme la vertu des vertus. Euh, il y a d'autres vertus qu'il faut prendre en considération. L'homme est un être relationnel. Les vertus humanistes, de tolérance, d'écoute de l'autre, de solidarité, c'est essentiel dans un temps où l'islamisme radical, le terrorisme frappe. Je pense que ce que j'appelle l'authenticité n'est pas à mes yeux la mère de toutes les vertus. Je pense que l'indépendance sans l'intelligence pose un problème. Euh, est-ce qu'il faut préférer quelqu'un d'indépendant
mais qui est un barbare? Ou est-ce qu'il faut préférer quelqu'un qui est peut-être moins indépendant, mais qui est modéré et qui sait calculer les conséquences de ses actes? Ce que Max Weber aurait appelé une éthique de la responsabilité. Je préfère sans hésiter la deuxième option. Donc, je pense que nous devons développer l'indépendance des individus. Mais l'indépendance, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est pas de vivre en dehors de tout encadrement. Euh, et je ne suis pas sûr que l'indépendance soit à la hauteur de ce que notre époque attend de nous. L'époque, elle attend de nous des réponses complexes. Le réchauffement climatique, la réponse démocratique devant, d'un côté, le terrorisme islamiste, d'autre part, le populisme qui gagne en Europe. Je ne suis pas sûr que l'indépendance nous permette de répondre à ces questions-là. Je ne suis pas sûr. Parce que des deux côtés, les gens disent, nous, on est indépendants, c'est les autres qui sont complètement manipulés. Je crois que il faut sortir de ce culte-là. Il ne s'agit pas de le dénigrer, il s'agit de dire que ce n'est pas la valeur absolue. Il n'y en a pas d'ailleurs de valeur absolue. Heureusement, il faut être polythéiste. Il faut accepter qu'il y a diverses valeurs et qui peuvent s'affronter. Et comme elles peuvent s'affronter, je prône plutôt une éthique de l'intelligence, c'est-à-dire de la culture, de la formation, de l'école, qui ne règle pas tous les problèmes, mais sans cela, nous ne résoudrons pas les problèmes qui sont les nôtres. Nous avons besoin, à l'échelle planétaire, de l'intelligence collective pour résoudre les problèmes de 10 milliards d'individus, du réchauffement climatique, de la raréfaction de la biodiversité, des inégalités. Ce n'est pas la vertu morale de l'indépendance qui réglera ça. Il va falloir trouver des dispositifs, des moyens concrets, matériels, pour régler ces affaires-là. L'indépendance n'est pas à la hauteur de ça. C'est pour ça qu'à la fin du texte, tu peux même dans un désert. Si on part tout seul, il n'y a pas de problème. Mais bon, on vit dans une société, même dans une société globalisée. Et une société globalisée, planétarisée, elle exige autre chose que l'idéal de l'indépendance. Elle appelle les citoyens, comme on disait au XVIIIe siècle, éclairés. En effet, depuis des années, je me suis intéressé au visage de Narcisse, mais pas dans le mythe. C'est le Narcisse d'aujourd'hui. Et là, le Narcisse d'aujourd'hui ne ressemble pas tout à fait à ce qu'il dit dans la première phrase, parce qu'il le voit comme immobile dans la phrase. Narcisse aujourd'hui, il n'est pas immobile, il est hyper mobile, au contraire. Il n'arrête pas de travailler sur lui-même. Il fait du développement personnel, du zen, du yoga. Il va voir des psys pour se connaître. Ou alors un narcissisme esthétique par la chirurgie esthétique, par l'obsession des soins de beauté, et qui exige des exercices
physique, chaque matin, faire de la gymnastique, prendre des soins. Euh, donc, Narcisse, aujourd'hui, c'est un Narcisse qui travaille. Qui travaille et qui est anxieux. Ce n'est plus cette image d'un Narcisse rêveur, qui se contemple dans la beauté et qui attend les éloges des autres. Il est il y a un narcissisme, un néo-narcissisme, c'est une métaphore naturellement, euh, mais qui est de type productiviste, euh, et par là même un néo-narcissisme anxieux. Je parlais d'un narcissisme corporel, d'un narcissisme esthétique, mais aujourd'hui, il y a un narcissisme également numérique, avec l'exposition de soi sur les réseaux sociaux, où en permanence les gens postent des réflexions, des photos. Voilà, aujourd'hui je suis allé au cinéma, aujourd'hui je me suis acheté telle paire de baskets chez Nike. Bon, les gens se mettent en scène. C'est un narcissisme de spectacle, un narcissisme numérique, et qui, c'est terrible parce qu'aujourd'hui, ça envahit complètement l'existence. Je n'y vois pas un narcissisme comme dans le mythe, qui se contemple comme ça dans l'image de son miroir, et bon, après, comme tu le sais, il tombe, il est fasciné par sa propre image. Mais là, il y a l'anxiété de tout le temps recevoir des likes. Euh, j'ai mis une photo, personne ne m'a dit que c'était bien, mais c'est horreur, hein, c'est horrible, on m'aime pas, je ne suis pas aimé. Euh, donc, je crois que la métaphore du narcissisme, elle est bonne, elle est intéressante. Il faut pas. Moi, je ne suis pas un fétichiste des termes, ça m'est égal. Les termes, pour moi, ce sont des outils. Je ne crois pas à l'ontologie pure des choses. Je crois qu'il faut être pragmatique sur ces choses-là. Mais il y a des images qui font comprendre les choses. C'est ça qui compte, de comprendre. Et donc, ça dit des choses. Ça dit des choses. Simplement, je crois qu'il faut faire perdre à Narcisse cette sorte d'image d'euphorie qui finit mal, naturellement. Par rapport à la consommation, c'est devenu un peu comme les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est devenu absolument tentaculaire. Une grande partie de nos expériences aujourd'hui dépendent de l'achat de biens de consommation. Alors, par rapport à ça, je crois que il y a beaucoup de questions, mais enfin bon, là, on peut en extraire deux. Euh, une approche euh, de type euh, globale et une approche, oui, quasiment planétaire, hein, et une approche plus éthique. Au niveau planétaire, je pense que la question aujourd'hui des besoins, de la consommation, le problème fondamental, encore une fois, par rapport à tout à l'heure, c'est pas la liberté. Le problème fondamental, c'est l'équilibre planétaire. C'est là la question fondamentale à mes yeux. Le vrai grand problème de la consommation,
c'est sa compatibilité avec l'écosphère. Là, il y a énormément de questions. Comme on l'a montré, si toute la planète, mais bientôt 10 milliards d'individus vers dans 30 ans, 30, 40 ans, et on sera 10 milliards sur la Terre. Si les 10 milliards consomment comme nous, comme les Américains, euh, il nous faudrait 4 ou 5 planètes parce que euh, l'empreinte carbone sera trop élevée. Donc, il y a un vrai problème. Donc, la grande question, c'est comment fait-on pour régler cette affaire? Alors, il y a deux options pour simplifier les choses. Il y a deux paradigmes. L'un prône la limitation des besoins, et donc une morale. Il faut que les consommateurs deviennent responsables, réduisent leurs besoins, achètent d'occasion, ne prennent plus la voiture, ne prennent plus l'avion, prennent la bicyclette, etc. Bon, ça, c'est peut-être bien. Moi, pour ma part, ça ne me déplaît pas. La simplicité, c'est une chose qui me convient, mais je n'y crois pas, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure. On fera pas, on ne prendra pas un modèle de simplicité aux Chinois et aux Indiens, qui à eux deux représenteront 3 milliards d'individus. Donc, la morale n'est pas à la hauteur de la question. La question, c'est contrairement aux écologistes radicaux, face à la question de la consommation, etc., il faut inventer, il faut créer de, de nouvelles, de nouvelles mobilités, de nouvelles formes d'habitat, de nouvelles formes d'agriculture. Et encore une fois, il n'y aura rien sans la créativité, sans la productivité, sans l'intelligence. Ils trouveront des nouvelles technologies et peut-être ça ne suffira pas non plus. C'est très bien que les gens modèrent leur consommation, bien entendu. Simplement, ce que je veux dire, c'est que euh, sans la compétitivité, l'innovation, il n'y aura pas de solution à l'échelle planétaire. Quant à alors l'autre dimension personnelle, moi je crois qu'il n'y a pas sur le bien vivre, je me refuse à faire une philosophie du bonheur et comme chacun l'entend. Euh, je ne crois pas aux solutions du bonheur. Alors ça, c'est une chose qui est vraiment c'est une conviction, c'est que tout ce qu'on nous raconte, c'est de la magie, c'est ou de l'imposture. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que le bonheur, c'est une expérience personnelle et que les individus sont différents. Et non seulement ils sont différents, mais on change dans la vie, au cours de la vie. On n'est pas heureux de la même manière à 10 ans et à 60 ans. On n'a pas le même modèle. Donc, vouloir trouver la formule comme ça, il y a des choses qui nous rendent heureux, il y a des choses qui ne nous rendent pas heureux, voilà, tu devrais faire ceci, cela. Moi, pour ça, je n'y crois pas et je n'en veux pas. Il faut laisser les gens construire leur propre bonheur comme ils peuvent. Et il y a des marchands du bonheur. C'est comme ça. Après tout, il y a eu des sorciers, il y a eu des
tas de choses. Autrefois, les prêtres servaient à se confesser, ça faisait du bien aux gens. Bon, mais ce que je veux dire par là, c'est que par rapport revenir à donc, du coup, à la consommation, une fois qu'on arrête de nous dire, voilà, une sorte de catéchisme laïque du bonheur, bon, mais je pense que nous n'avons pas à chercher le bonheur de manière obsessionnelle, parce que là, on ne le trouve jamais. Donc, ça ne sert à rien. Il vaut mieux bricoler, trouver le bonheur ici ou là, selon les aventures, selon les choses qui arrivent dans la vie, et par ailleurs, s'engager dans des tâches pour lesquelles on a une prise, où on peut faire des choses, où on peut construire réellement. Le bonheur, on ne peut pas le construire, c'est pas vrai. Rousseau l'avait très bien dit, le bonheur, c'est pour les dieux. Mais les hommes, on est imparfaits. On est imparfaits parce qu'on dépend des autres. Alors, moi, je peux faire tous mes plans sur le bonheur, mais si la femme que j'aime m'abandonne, je serai le plus malheureux des hommes. Ça ne dépend pas de moi. Euh, donc, je crois que nous avons tout intérêt à, à dire que euh, ce n'est pas dans la poursuite matérielle, dans l'obsession consumériste que nous trouvera des solutions. La, par rapport au problème de tout à l'heure, je crois que nous avons à développer une consommation écologique. Ça me paraît du bon sens et ça va dans ce sens-là. Nous devons aller dans ce sens-là. Et dans un autre sens, nous devons proposer aux hommes des buts autres que la consommation. Et ces buts autres, c'est la solidarité et la création. Sur ce plan, je suis assez nietzschéen. Non pas que la création rende heureux, parce que je crois qu'elle ne rend pas plus heureux qu'autre chose, ça dépend. Comme toute chose, il y a des moments, le bonheur, ça vient et ça part. Bon, celui qui croit le maîtriser, c'est un imposteur. On ne maîtrise pas le bonheur. C'est le bonheur qui vous domine. Nous devons avoir la sagesse de renoncer à vouloir maîtriser le bonheur. Mais si on ne peut pas maîtriser le bonheur, on peut maîtriser certains moments, certaines choses que l'on peut faire et qui nous donnent des moments de bonheur. Si j'aime la musique, je peux apprendre à jouer du piano. Jouer du piano ne me rendra pas heureux, mais j'aurai des moments de bonheur en exécutant tel ou tel morceau de musique que j'aime. Et que ça, je peux progresser, ça ne me quittera pas tout au long de la vie. Je crois que nous avons à aller dans ce sens-là. Le sens d'une séduction par la création, par l'intelligence, et pas seulement par soit, ça rejoint la première question, soit par la consommation débridée, soit au contraire par la modération de la consommation. Je crois qu'il faut trouver d'autres voies. J'avais écrit mon premier livre, s'appelait L'ère du vide. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait l'appeler l'ère de l'inquiétude, l'ère de l'anxiété. Ce n'est pas exactement le vide, c'est une ère d'insécurité. Je crois que nous avons une période où tout est devenu problématique. C'est nouveau dans l'histoire parce qu'il y a toujours eu des grandes peurs. La peur de la famine, des épidémies, des guerres et l'enfer.
et les grands motifs qui accompagnaient la peur dans l'histoire de l'humanité. Mais ces peurs se développaient sur fond d'une culture forte, où les gens avaient intégré, incorporé des cultures, des certitudes, autrement dit. La foi religieuse, par exemple, ou la foi politique. Et les gestes de la quotidienneté ne posaient pas de grands problèmes. On savait quoi faire, on savait comment parler aux enfants, on savait euh, les rôles de chacun. C'était pas facile, mais bon, ça donnait une sorte de stabilité émotionnelle. C'est ça qui a disparu aujourd'hui. Dans les éléments les plus simples de la vie, même manger aujourd'hui, c'est un problème. On ne sait plus trop comment il faut manger. C'est dangereux, ça vient d'où? Ça vient du Brésil. Ah, les Brésiliens, c'est très mauvais pour ils brûlent l'Amazone, c'est pas bien. Bon, euh, ça fait grossir, c'est cancérigène. L'air que l'on respire, il y a plein de particules. Il faut rester chez soi, il faut avoir des masques. Donc, Nietzsche parlait de la mort de Dieu qui avait provoqué une sorte de chaos complet. Il avait raison, mais aujourd'hui, à mon avis, ce n'est pas le recul de Dieu qui est problématique. Ce n'est pas le vide de la transcendance. C'est le plein d'informations et non plus le recul des arrière-mondes, comme disait Nietzsche. Et aujourd'hui, j'ai lu que manger de la viande, c'est peut-être cancérigène. Ah bon? Alors, alors qu'est-ce qu'on fait? Et puis, prendre l'avion, c'est dangereux d'abord, et puis d'autre part, c'est pas bien. Maintenant, nous disent les Suédois, dans la mode de ne plus prendre l'avion, il ne faut plus partir en vacances. Alors, hein, partir en vacances, il faut rester chez soi. On va rester à Barcelone, parce que là, on ne va pas gaspiller de l'énergie. Bon, alors ça crée comment dire, euh, une situation conflictuelle en permanence dans l'existence quotidienne. Et euh, à, à, cette insécurité, sur cette insécurité existentielle, si je puis dire, et euh, généralisée, se greffent alors toutes les autres insécurités, qui est le chaos mondial, le terrorisme, les inégalités, la peur du lendemain. Parce que quand j'écrivais mes premiers livres, il n'y avait pas de chômage. Les jeunes n'avaient pas d'inquiétude. Moi, je ne me suis jamais posé la question, par exemple, lorsque j'étais jeune, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Vous ne posez même pas la question. Maintenant, les jeunes de 14 ans, 15 ans, ils sont inquiets pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est une situation nouvelle. Donc, voilà, euh, si tu veux, l'insécurité est devenue un phénomène tentaculaire. Si vous voulez, ce qui doit susciter la réflexion, c'est pas tellement les pages sombres, enfin, de la démocratie en Amérique de Tocqueville, il voit un État totalitaire ou enfin tentaculaire, paternaliste, et c'est ça qui lui fait peur. Pour ma part, c'est pas ce qui me fait peur. Mais il y a bien d'autres phénomènes qui peuvent nous faire peur, notamment ceux-là.
trouver sa place dans la société. Qu'est-ce qu'on va faire face au populisme? Qu'est-ce qu'on va faire devant la crise environnementale, la crise scolaire, l'éducation? Voilà encore un domaine qui est capital, mais qui autrefois ne posait pas de problème. Les parents n'avaient pas d'inquiétude sur leur manière d'élever les enfants. Ils pouvaient être inquiets sur leurs enfants, mais pas sur la manière dont ils ont été papa ou maman. Aujourd'hui, si on va dans n'importe quelle librairie, il y a des maîtres de dire comment elles... Maintenant, les mamans enceintes, elles parlent à leur bébé pour les développer. Et il n'est même pas encore né, le fœtus. Il y a une sorte d'inquiétude généralisée sur tous les aspects de la vie. Bon, peut-être que c'est inévitable parce que nous n'avons plus ni de tradition collective forte, ni de religion du salut nous donnant la clé de l'existence tout entière. Et enfin, nous n'avons plus non plus d'idéologie prométhéenne comme était le marxisme, par exemple. Donc nous sommes orphelins de la tradition, de la religion, du politique. En tout cas, de cette politique-là. Et en même temps, on voit un univers d'hyper-information, d'hyper-choix, d'hyper-consommation qui font de l'individu un opérateur permanent qui doit choisir en permanence à partir de là, avec des informations à l'infini sur les moteurs de recherche. On trouve tout et son contraire. Peut-être que l'univers de l'hyper, du choix, s'accompagne nécessairement de cette insécurité qui accompagne l'hyper-individualisme, la liberté de soi, l'autogouvernement de soi-même a pour corrélat, je pense, inévitablement l'anxiété. Il y avait déjà des pages dans ce sens-là, d'ailleurs, chez Sartre, dans une autre tradition intellectuelle, d'un existentialisme qui se mariait avec l'angoisse. Parce qu'on choisit. L'homme est l'être qui se choisit. Sartre. Bon, moi, je ne sais pas tout à fait mes concepts, mais sur ce plan, il a raison. Sauf que c'est la dynamique socio-économique qui a produit cette situation, et pas une dynamique philosophique. Ce n'est pas la philosophie qui a changé le monde, c'est le capitalisme. Mais qui aboutit à une situation d'anxiété en même temps que de liberté. Donc, pour moi, je récuse l'idée, on en a parlé tout à l'heure, d'un totalitarisme nouveau qui... je n'y crois pas à ça. C'est plutôt ce mixte dont parlait Tocqueville, qui est de liberté et d'anxiété. Et face à ça, je pense que nous devons investir plus que jamais le domaine de l'éducation, de la formation, de la culture,
qui n'est pas la solution facile, mais qui donne des outils pour se repérer un peu mieux. Pas bien, mais un peu mieux. Et qui donne de l'énergie aux êtres pour qu'ils ne soient pas seulement des consommateurs. Parce que ça ne me paraît pas un objectif suffisant pour le XXIe siècle.